mi anda Abdourahmane ko honno woniri ay mo wolde ɗo ɗum mbiɗa ɗo elan sankamida ari mbeɗa nande ko wonɗa wolde ko fof boy. Ok, alors aimables auditeurs de Radio Gandal, bonsoir, on vous souhaite la bienvenue à l'écoute de l'émission en langue française, de l'émission de Portage Libantal sur l'histoire récente de la Guinée. Aujourd'hui, nous allons lire une page tragique de cette histoire, celle qui concerne l'exécution en masse et en public de dizaines de citoyens guinéens innocents par le régime de Sékou Touré. Ça s'est passé le 25 janvier 1971. Donc, tout en leur rendant hommage, nous allons aujourd'hui essayer d'aller voir toutes les circonstances à travers lesquelles ces exécutions ont eu lieu. Donc, aujourd'hui, on va passer la parole, comme on le fait souvent, à notre collègue M. Babachir. Et après M. Babachir, nous allons donner la parole au panel de la commission centrale de Portage Libantal Boutezano et après au panel de Radio Gandal. Ensuite, la parole sera donnée au public et ceux qui veulent intervenir pourront le faire dans la langue de leur choix. Leurs interventions seront traduites en français. Si c'est des questions, elles seront répondues. Et si c'est des amendements, des rajouts, encore tout sera traduit en français. Donc, sans tarder, nous allons passer la parole à M. Bachir. M. Bachir, si vous nous entendez, on vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Barry. Nous saluons tous les auditeurs qui ont pris le temps de nous joindre à ce débat de ce soir. Et nous remercions encore une fois le staff de Fréquence Scandale, ainsi que la disponibilité des membres de la commission centrale de Portage Libantal pour ce travail d'éclairage de notre histoire. Et comme l'a rappelé M. Barry, le 25 janvier dernier, comme on le sait, des Guinéens, principalement des membres des familles des victimes, ont célébré dans la douleur et avec des demandes réitérées le 48e anniversaire des pendaisons publiques qui ont inauguré la période de terreur la plus noire de notre histoire, qui du reste est marquée par des épisodes très macabres. Et suite au débarquement de Guinéens et de Portugais en le 22 novembre 1970. Il est essentiel que nous rappelions ces épisodes pour plusieurs raisons. Parmi les plus importantes, c'est que cet épisode, en particulier cette période de 1970 et 1971, ont été les plus tragiques de notre histoire. À la tragédie, le régime de Sékou Touré a ajouté une montagne, un empilement de mensonges pour masquer leurs crimes et pour masquer la complicité active qu'ils ont eue dans la préparation de ce coup, de ce complot et de cet attentat contre le complot de notre pays, de l'attentat contre toute l'élite guinéenne. Donc, ils ont monté toute une cabale autour de cette période et pour pouvoir non seulement justifier leurs crimes, ils ont utilisé ce débarquement aussi pour mettre une mainmise totale sur l'appareil de l'État à travers la famille et les plus proches de Sékou Touré.
tout en essayant de masquer le fait que derrière toute cette histoire, il y a une escroquerie monumentale et une complicité macabre du régime de Sékou Touré lui-même. Donc il est essentiel que nous revenions à tête reposée, malgré la douleur que cela représente, sur cet épisode de notre histoire qui est extrêmement important. Nous ne pourrons pas épuiser le sujet aujourd'hui, bien entendu, mais nous réitérons encore la demande pour que chacun se penche avec attention sur ce qui s'est passé pendant cette période. Et c'est à cela que nous nous attachons aujourd'hui, en plus de rappeler certaines figures nobles de ce combat pour la libération de notre peuple qui malheureusement n'eut pas lieu, et en même temps, comme l'a indiqué M. Abdraman Bari, nous remémorer sur les personnes qui ont été massacrées injustement et les autres dont on ne sait même pas exactement la part des choses entre ceux qui sont combattants, qui ont participé au débarquement pour libérer leur pays et ceux qu'on a mis là-dedans pour des histoires de règlement de compte macabre et extrêmement criminels. Donc c'est une période qu'il nous appartient d'étudier avec attention, de tirer, de dépatouiller pour qu'on puisse sortir notre pays encore et les esprits de l'amas de mensonges de Sékou Touré. C'est ainsi que dans cette entreprise qui est un travail continu et sans relâche, nous avions rendu hommage il y a quelques semaines au commandant Thierno Diallo qui fut l'un des protagonistes de cette opération. Et nous avions expliqué comment sa bonne volonté et son courage de soldat ont été utilisés par les Portugais, mais comment, malgré l'échec, et on avait lu, le jour où on a fait un hommage à commandant Thierno, le rapport militaire qu'il a fait 3 jours après le débarquement pour expliquer les failles qu'il y avait dans la préparation de l'opération et comment il compte se préparer pour qu'elle soit une réussite afin de libérer la Guinée de la gangrène du régime de Sékou Touré. Ça, c'est un élément qui vient s'ajouter au travail qu'on va faire aujourd'hui, de parler maintenant de l'exploitation macabre que le régime sanguinaire, que le clan sanguinaire de Sékou Touré fit de l'opération, et au-delà de l'exploitation pour éliminer des gens innocents, le fait que des présomptions très sérieuses existent sur leur participation à la préparation, sur leur facilitation de la préparation de ce coup, afin de pouvoir crier à l'attaque devant l'Afrique, parce qu'ils savaient que le régime portugais était un régime qui était condamné par l'Afrique entière pour sa présence coloniale tardive en Afrique. Et voilà donc une histoire qui est assez déroutante pour un esprit normal, de voir qu'une clique au pouvoir, qui a un pouvoir absolu, peut se permettre de monter un complot avec une connivence étrangère pour pouvoir non seulement s'attirer la manne de soutien extérieur, mais aussi utiliser cette occasion pour décimer totalement l'élite du pays et en même temps écraser à jamais toute une nation avec une férocité et une terreur sans discrimination qui frappa toutes les couches de la population guinéenne, des ministres à des sans-emploi, à des paysans comme nous allons le voir aujourd'hui. Donc, le premier point le plus important pour contextualiser ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est toutes les présomptions de complicité et de facilitateurs de Sékou Touré dans l'opération. On va citer seulement quelques exemples, il en existe bien d'autres. Madifine Diané, de triste nom sur lequel peut-être on aura l'occasion de revenir, qui a été nommé tout récemment gouverneur à l'abbé, a expliqué, lorsque des journalistes de Radio France sont allés en Guinée pour parler de la mémoire collective, il dit clairement qu'ils étaient au courant de l'opération. Il était attaché de police à la présidence. C'était un agent de service secret qui servait de liaison entre la présidence et le Camboiro et entre la présidence et les éléments que Sékou Touré avait réussi à introduire, à infiltrer dans les rangs de l'opposition à l'extérieur, dont
le triste Jean-Marie Doré. Et voilà ce qu'il dit aux journalistes. Nous avons été surpris, c'est vrai, mais pas entièrement. Explique Madifine Diané. Il se souvient que les groupes de complices de Guinéens de l'extérieur avaient été infiltrés par les services guinéens. Donc, il confirme que c'était, on dit, ça ce sont ses paroles. Cette agression devait avoir lieu le 19 novembre. Nous étions préparés, nous savions que l'arrivée était prévue par la mer. Les frontières terrestres étaient fermées et surveillées, mais ils ne sont pas venus le 19, ni le 20, ni le 21, raconte-t-il. Et le 22 novembre tombe un samedi. Conakry était une ville très vivante. À cette époque, le dispositif a été relâché. Ça, ce sont les paroles de l'un des agents qui vit toujours et qui a été nommé récemment gouverneur à la baie, l'un des agents du PDG, qui avoue carrément qu'il connaissait l'opération. Alors qu'on sait que nous qui sommes témoins et nous tous qui étudions l'histoire, que Sékou Touré fit une propagande énorme pour expliquer que c'était une attaque surprise. Il fit semblant d'être dérouté alors qu'il était tout à fait au courant. Un autre signe qui ne trompe pas, tout le monde est d'accord que Sékou Touré fit transférer les prisonniers du PAIGC qui étaient détenus, qui étaient la raison de la venue des troupes portugaises et qui expliquera plus tard sa brouille avec Cabral. Il les fit transférer de l'intérieur à Mamou, si je ne m'abuse, et quelques-uns étaient à Kindia selon d'autres. Il les fit transférer à Conakry. Et certains firent héberger à l'hôpital d'Onka. Et les débarquants connaissaient l'endroit exact de leur location. Ils n'eurent aucun mal à venir les prendre et à abandonner les Guinéens dont ils s'étaient servis comme couverture pour à la vindicte de Sékou Touré. Sinon, et on sait que, et ça c'est suffisamment documenté, que Cabral n'étant pas à Conakry le jour du débarquement, à son retour, il a déclaré que Sékou Touré les a trahis. Quand il a appris les machinations entourant la libération des prisonniers qu'il détenait comme moyen de négociation. On est en droit de se demander réellement pourquoi Cabral fut assassiné. Que savait Cabral sur la participation de Sékou Touré dans la préparation de ce débarquement, de ce complot contre la Guinée et les cadres guinéens? Cela serait-il la raison de son assassinat? Les recherches doivent être poursuivies par les historiens. C'est extrêmement sérieux pour l'histoire de l'Afrique entière et c'est extrêmement important pour qu'on y fasse la lumière. Donc, en plus, les Guinéens, dès que les prisonniers qui étaient l'objet, dès que les prisonniers portugais ont été récupérés, les Guinéens qu'ils avaient embauchés pour les accompagner comme couverture, ils ont été lâchés, ils n'ont eu aucun support logistique, sans quoi ils auraient réussi leur coup. Parce que, comme l'a expliqué le commandant Tierno, le régime ne tient sur rien. Ils ont été accueillis en libérateurs, mais que seulement la préparation n'était pas suffisante et il n'y avait aucun soutien logistique de l'armée portugaise qui était venue exclusivement pour récupérer ces prisonniers. Ce qui fut fait très rapidement et après ils les rembarquèrent, ils allèrent à leur bateau. Certains expliquent que il y a des rumeurs qui disent que certains ont essayé même de liquider commandant Tierno. Mais ça, on n'a pas de preuves, mais c'est pour vous expliquer qu'à l'intérieur de ce débarquement, il y a plusieurs acteurs, chacun poursuivant un objectif précis. Mais le plus macabre de tous, même quand on compare les Portugais, qui étaient une nation colonialiste avec un régime fasciste, le dernier du régime fasciste de l'Europe, quand on compare leurs agissements de militaires qui venaient libérer des prisonniers avec le comportement de Sékou Touré qui non seulement trahit le PAIGC qu'il hébergeait et dont on sait que l'histoire reconnaît, dont le leader jouit toujours de respect presque universel, et en plus utiliser le débarquement de troupes étrangères honnies par toute l'Afrique
des troupes colonialistes pour pouvoir créer gare afin de pouvoir décimer toute l'élite guinéenne, afin de pouvoir s'aimer une terreur sans précédent dans la mémoire collective des Guinéens qui ne s'en remet toujours pas. Même si on essaie de faire des comparaisons dans les agissements des uns et des autres, que les Guinéens qu'on a traités de mercenaires, ce qui est absolument absurde, qu'on a présenté comme des vendus, qu'on a présenté comme des animaux sauvages, qui étaient dans leurs bonnes intentions, qui étaient animés par de bonnes intentions pour libérer leur nation du carcan de Sékou Touré. Quand on compare cela et les motivations, leur motivation, la motivation des Portugais qui, à la guerre comme à la guerre, étaient tenus de venir récupérer les prisonniers qu'ils avaient, et les motivations de la clique de la famille de Sékou Touré, même si on s'amuse à faire des comparaisons, on verra que moralement la plus condamnable, c'est la trahison de Sékou Touré, sans appel. Donc, les Guinéens qui se sont retrouvés utilisés, ce sont de vrais patriotes. C'est des gens sur lesquels on doit faire toutes les recherches possibles pour les réhabiliter. S'ils ont été trompés, ce n'est pas un crime d'être trompé, mais c'est un crime de porter atteinte à sa propre nation en exploitant la fibre africaniste, surtout de l'époque, contre un régime colonialiste tel que le Portugal fasciste de Caetano de l'époque. Donc voilà, pour tout juste poser l'importance d'étudier cette période de notre histoire, pour poser quelques jalons et passer rapidement après l'échec, comment le PDG, comment Sékou Touré et sa clique organisèrent une répression sauvage contre toute la nation guinéenne. Donc, il y eut 54 jours après le débarquement, le 25 janvier, il y eut la première vague d'exécution. Cette première vague d'exécution qui eut lieu le 25 janvier dont on parle aujourd'hui fut précédée par une organisation systématique de la répression, comme si elle était préméditée, parce que 54 jours ont suffi pour arrêter des gens, les convaincre, créer toute une mentalité, toute une psychose nationale, les exécuter et se préparer pour les secondes vagues d'exécution. Donc on dirait que pour qui avec le recul a vécu et qui avec le recul analyse, c'était un complot prémédité du régime de Sékou Touré. Sinon, il n'y a pas de raison qu'en 54 jours, on puisse arrêter des gens à l'intérieur du pays, qu'on les convainque par la torture et qu'on les fasse exécuter. Ils voulaient aller très vite, profiter de l'euphorie et du soutien inconditionnel de l'Afrique, de toute l'Afrique et du monde presque entier, parce que le Conseil de sécurité a voté en grande majorité. La France et l'Allemagne fédérale, je crois, un autre pays se sont abstenus parce que peut-être leurs services secrets connaissaient des choses qu'ils ne pouvaient pas avouer. Donc, dès que le débarquement eut lieu, ils exploitèrent le soutien international de l'anticolonialisme ambiant, ils créèrent une hystérie collective. Toutes les lois du pays, le peu qui existait dans les livres et qui n'avaient jamais été pratiquées, furent mises au rencard et ce fut l'ouverture de la chasse et des règlements de compte. Et le climat était un climat d'exécution, d'arrestation, de psychose qu'il faut avoir vécu pour comprendre la portée. Des arrestations rapides, les procès furent en violation de tout ce que le droit humain connaît, qu'il soit un droit traditionnel, qu'il soit un droit moderne. On ne présente pas les charges, on présente des photos, on présente des fusils sur des photos, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de toute façon avocat. On avait supprimé le métier d'avocat
bien des années auparavant. On torture les gens, on leur fait avouer sur des bandes magnétiques et quand on les exécute, on les humilie publiquement en les déshabillant, en leur présentant les noms avec des ardoises, leurs noms écrits, affamés et déchiquetés. Et on leur fait réciter des aveux où ils s'accusent de crimes monstrueux. Il serait intéressant de faire la somme de toutes les sommes que ces gens-là prétendent avoir reçues. Si un jour on a la possibilité de faire, on comprendrait l'ampleur des manipulations auxquelles se livrait le petit clan féroce et criminel de Sékou Touré. Les personnes n'avaient aucune défense. Elles furent traitées comme des chiens enragés qu'on a arrêtés et qu'on traîne dans les rues. Elles furent torturées et certaines mourirent de faim, d'autres furent bastonnées à mort, comme on va le voir. Et ce n'est même pas la peine d'insister trop sur le caractère graphique de ces violations, mais insister sur le fait que c'était une violation inhumaine, une hystérie sauvage et animale à laquelle les dirigeants d'une nation nouvellement presque indépendante se sont livrés contre toute une nation et qui ont traumatisé à jamais la mentalité, la mémoire collective de la Guinée. Pour comprendre la Guinée d'aujourd'hui, on est obligé de revenir sur ces pages, les étudier, parce qu'elles existent toujours. Les traces existent toujours, même si les victimes directes disparaissent petit à petit. Mais ça a totalement changé le cours de notre histoire. Donc, sur les victimes, pour vous indiquer comment la terreur était bien préméditée, elle voulait toucher toute la nation guinéenne. Donc, on a assassiné par pendaison, on distribua les victimes comme des petits pains dans chaque grande ville de la Guinée, avec ordre de les pendre avant la levée du jour. On fit exécuter d'autres par des pelotons d'exécution et les condamnés, d'autres furent condamnés et on récita leur nom sans qu'ils n'aient le droit de se défendre. Le seul droit auquel ils avaient, c'était de venir réciter des aveux sur des bandes magnétiques en s'accusant et en s'excusant devant le prétendu responsable suprême de la révolution que fut l'assassin de Sékou Touré. Et le caractère hétéroclite des victimes, des cadres de l'État, des figures politiques comme les Baritois, les Kitakara de Soufiane, des gens connus pour leur engagement et des cadres qui étaient le fleuron de la nation guinéenne. Et des gens du petit peuple qui furent arrêtés dans les frontières, comme on va le voir, des bergers, des sans-emploi, des forgerons. Et certains ont poussé l'analyse jusqu'à se demander est-ce que ce n'était pas un sacrifice humain à grande échelle auquel se livrait la famille de Sékou Touré. Certains ont avancé l'idée que, et dans leur échec, ils voulaient traumatiser la nation guinéenne et, profitant de ça, pour poursuivre la seconde vague en 1971. Donc, il y a lieu de s'interroger profondément sur cette époque, sur le comportement sauvage de ce prétendu régime révolutionnaire. Donc, c'est ça que moi je voulais rappeler ici. Il y a trop de détails dont je suis sûr que les autres membres du panel vont donner, mais on est obligé de poser des questions. Parce que si on se pose des questions, plus on se pose des questions, plus on arrivera à cerner l'ampleur de cette sauvagerie qui a traumatisé à jamais la nation guinéenne.
et qu'on doit maintenir chaque année, on va y revenir, élargir. On encourage les gens qui ont été victimes, qui ont été témoins à écrire. On encourage les gens à sortir les documents qu'ils ont, parce qu'il y en a. La liste des détenus, les dépositions, comment on fabriquait les complots, ils existent toujours ces documents. Il faut qu'on les sorte, qu'on les mette à la disposition du peuple guinéen en entier, qu'on le mette à la disposition des hystériens qui pourront les cataloguer, les contextualiser et expliquer, si possible, comment cette sauvagerie s'est abattue sur une nation sans défense, qui ne s'en remet absolument pas. Ceux qui croient que c'est une perte de temps d'étudier cette histoire, eh bien, ils se trompent lourdement. S'ils ne se trompent pas, ce sont des agents objectifs de cette clique d'assassins. Il faut qu'on fasse très attention. Si quelqu'un nous dit que c'est une perte de temps, qu'on est en train de remuer le passé, ou bien qu'on est en train d'opposer des ethnies, tout ça, c'est des faux calculs auxquels on ne doit absolument pas prêter attention, sauf pour les combattre. Enfin, pour terminer rapidement, on va rendre hommage aux gens dont on a les noms qui furent exécutés ce jour. La liste est loin d'être complète. Nous demandons aux gens, ceux qui entendent que quelqu'un a ceci ou cela, qu'ils s'approchent de nous, des membres de l'association des victimes du Camboiro, ou de n'importe quel cadre dont ils savent qu'il est soucieux de l'histoire et de l'avenir de la Guinée, pour qu'ils en parlent. On va recomposer petit à petit, obtenir le maximum de documents, même si certains ont disparu, mais c'est le silence autour de cette période qui serait absolument inacceptable. Donc, comme je le disais pour terminer, nous allons donner les noms et rendre hommage aux cadres, aux victimes qui ont été tuées. On donnera leurs noms et les indications qu'on a par ordre alphabétique. Certains, on ne connaît pas leur métier. Et c'est très difficile de donner une liste de données précises. On ne connaît pas d'où ils viennent, leur date de naissance, mais on a pu récupérer les noms de 90 personnes qui furent massacrées ce jour. Et ceux qui soutiennent encore que c'est un débat ethnique, c'est un faux débat, donc à écouter les noms pour comprendre que c'est toute une nation qui fut traumatisée ce jour. Comme le disait l'autre, le 25 janvier fut le jour où la Guinée fut égorgée et le sang continue toujours à couler. Nous rendons ainsi hommage à ces victimes pour leur dire à eux et à leurs familles que nous ne les oublions pas et que nous demandons à leurs familles de tout faire pour ne jamais les oublier et de tout faire pour déterminer avec autant de précision possible les circonstances qui ont emporté les leurs, parce qu'ils ne furent pas seulement massacrés, c'est toute une nation qui fut massacrée ce jour. Les noms sont Ba Amadou, cultivateur, Ba Mamadou Fili Emba, cultivateur, Ba Sakamisa, artiste, Ba Kayoto Fodé, cultivateur, Ba Mamadou Salif, cultivateur de Pita, lieu de pendaison, Mali, Baldé Abdourahman, directeur de tourisme, Baldé Amadou, soldat de première classe, Baldé Ousmane, ministre des Finances, Conakry, lieu de pendaison, Bari Amadou Pate, Fizeti, Bari Djulde, métier inconnu, Bari Ibrahima Di Petit Bari, Bari Ibrahima Di Petit Bari, fonctionnaire des impôts, tué à Kindia, Bari Ibrahima Di Bari 3, avocat, secrétaire d'État et contrôleur financier, pendu à Conakry, Bari Kounege, militaire, Bari Mamadou Pate, tailleur, Boiro Soto, sergent, Kamara Al-Seni, chauffeur, Kamara Amadou, chauffeur de taxi, Kamara Ansouman, comptable, Kamara Eladji Baba, gouverneur de Kissédougou, pendu à Kissédougou, Kamara Mamadou, sans profession, Kamara Mohamed Lamine, dit innocent, employé de commerce, Kamara Morlaï, fonctionnaire, Kamara Sikou, membre section PDG de Mamou,
Camara Sekou encore, fonctionnaire. Seremou C.C. Abel, gendarme. Kondé Mami, marin. Koulibaly Sakamissa, soldat première classe. Diaby Youssouf Di Bems, sans profession. Diakité Jean, taulier, plombier. Diallo Abdoulaye Di Seigneur, sans profession. Diallo Abdraman, profession inconnue. Diallo Al-Gassim, cultivateur. Diallo Alpha Omar Di Foulaboy, sans profession. Diallo Amadou Oui, cultivateur. Diallo Chérif, sergent-chef. Diallo Kano, infirmier-major Boiro. Diallo Mamadou Moussa, artiste. Diallo Mamadou Samba, soldat de première classe. Diallo Mouktar, tailleur. Diallo Mouktar, chauffeur. Diallo Moumini, soldat première classe. Diallo Oumar, manœuvre. Diallo Oumar Baylo, soldat première classe. Diallo Ousmane, charbonnier. Diallo Sidi, militaire. Diallo Sori, artiste. Diallo Yoba, militaire. Diane Lamine, fraiseur. Djoubati Moustapha, fonctionnaire. Jules de Saliou, sergent-chef. Drami Ibrahima Khalil, fonctionnaire de l'énergie. Drami Lamarana, fonctionnaire de l'énergie. Fofana Almami, ingénieur de l'énergie. Bamou Gopou, soldat première classe. Guamou Hari, mécanicien. Haba Cessé, étudiant. Haba Fassou, chauffeur. Haba François, métier inconnu. Haba Jules, soldat première classe. Kamano Sakoli, soldat première classe. Kamano Tokboni, soldat première classe. Kanté Keba, cultivateur. Keita Dantouma, chauffeur. Keita Kali, cultivateur. Keita Karade Soufiana, commissaire de police, pendu à Conakry. Keita Mamadou, étudiant. Kenda Amadou, commerçant. Loua Nyankoy, gendarme. Loua Paul, lieutenant. Magasuba Moriba, Eladj Magas, médecin, ministre de l'Éducation nationale, maire de Kankan, Conakry, pendu à Conakry. Mansari Boura, soldat première classe. Nimbalou Foromo, marin. Sanyo Moriba, peintre en bâtiment. Sal Mamadou Nadjibou, blanchisseur. Sidibé Baila, soldat première classe. Sidimé Guimé, militaire. Sidimé Mamadou Samba, chauffeur. Souma Abou, cheminot. Souma Babara, chauffeur. Soumaro Karamoko, garde républicain. Pendu à Daboula. Sogalé, caporal-chef. Théa Maurice, marin. Togba Foroumou, militaire. Touré Kerfala, étudiant. Touré Pité Wouri, pêcheur. Traoré Ousmane, militaire. Yabaoro Balmou, caporal. Zoropogi Baré, caporal. Soumanigi Mansa, caporal. Je me permettrai d'ajouter sur cette liste la liste de Hadjak Kamara Lofo, qui n'a pas été citée et qui est une personnalité importante de notre pays, pour tout juste montrer le caractère encore fragmentaire et tout à fait limité de cette liste, pour montrer aux gens l'importance de faire des recherches pour cataloguer ces tueries et ces assassinats, pour que l'histoire puisse en inspirer et qu'on éclaire ce passé. Nous prions le Dieu Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde à ses victimes et de nous donner le courage de ceux qui ont osé combattre la dictature de Sékou Touré pour sortir la Guinée des ténèbres du PDG et de ses succédanés. Je vous remercie. Je m'excuse de toute erreur et j'attends vos réactions. Bonsoir. Merci, M. Ba, pour le brillant exposé. Alors, comme d'habitude, on va passer la parole maintenant au panel de la Commission centrale de Post Mental Foot Diallo. Et M. Diallo Lamine, si vous nous écoutez, on vous passe la parole. D'accord. Merci, M. Baris. Merci, Bachir, pour cette présentation. Je salue l'équipe de Fréquence Scandale et continue à les remercier pour leur disponibilité. Je salue tous les auditeurs de Fréquence Scandale et auditeurs et auditrices. Donc, franchement, les années 70, 1970 et 1971 sont devenues sont une période noire de l'histoire de la Guinée. Comme Bachir l'a indiqué, c'est ce jour qu'on a enterré la Guinée pratiquement. Et Touré et son gouvernement et son équipe et sa famille pratiquement ont comploté ce jour contre le peuple guinéen. Et ils ont profité, comme Bachir l'a indiqué,
ils étaient en complicité avec les Portugais pour que ceux-ci viennent récupérer les prisonniers du PAIGC en Guinée. Et ils se sont organisés pour le faire et les Portugais ont utilisé des Guinéens comme couverture et des Guinéens de bonne volonté qui voulaient nous débarrasser du régime sectoriel. C'était un régime satanique, je dois préciser. Et je dois dire que ces Guinéens qui sont venus ce jour sont des héros pour nous, sont des martyrs, parce qu'ils étaient venus pour nous libérer de ce régime satanique. Donc, pratiquement, Sectoré en a profité pour faire ces épurations dont ils avaient l'intention, lui et sa famille. Et la raison pour laquelle ils voulaient le faire, et les raisons sont probablement obscures, plutôt, mais nous pouvons essayer de les deviner. Sékou Touré avait certainement été paniqué par tous les régimes qu'on renversait de gauche à droite en Afrique, de l'autre côté. Et d'un autre côté, c'était un monsieur complexé, de basse extraction. Nous avons expliqué ici, au cours de nos émissions, que Sékou Touré est un enfant naturel et qui a été conçu en bourse. Et donc adopté dans la famille d'Alpha Touré, qui lui-même il s'est avéré était un criminel récidiviste, qui a été finalement exilé et banni en Mauritanie, où il a fini ses jours. Donc je suis sûr qu'il voulait imposer un pouvoir absolu en Guinée. Et la seule façon de faire ça, c'était de liquider le maximum de Guinéens. Liquider les cadres, liquider les gens de bonne famille, liquider les religieux, et pour imposer un système à lui. Et d'ailleurs, dans le processus, ils ont introduit aussi les langues nationales en Guinée pour abrutir le peuple guinéen et pour maîtriser la communication. Parce que si les gens ne parlent que les langues nationales, ils ne peuvent d'abord même pas communiquer entre eux dans les régions, mais ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur de la Guinée. Ils ne peuvent pas recevoir des nouvelles de l'extérieur. Donc, il a profité de ça. Donc, entre 1970, le 22 novembre 1970 et les années 1971, pratiquement, il a parlé de l'élite guinéenne. Il a détruit les gens ordinaires, comme la liste le prouve ici, pour intimider la population. Donc, il a transformé la Guinée en un enfer. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut rajouter sur ça, sauf que nous devons continuer à combattre le sécourisme en Guinée. Et nous devons désécuriser la Guinée. Parce que, avec ce régime qui est là aujourd'hui, le régime d'Alpha Condé, nous assistons à un retour de ces gens au pouvoir. Et Alpha Condé, comme il l'a promis, il va prendre la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé, est en train de recruter tous les anciens rejetons ou les anciens criminels du régime de Sékou Touré, tels que Madi Findjane, et pour venir imposer encore une autre dictature noire à la Guinée. Et leur plan, en fait, d'abord de réviser la constitution guinéenne pour rendre leur mandat illimité, le mandat d'Alpha Condé. Je ne sais pas pourquoi un vieillard de 82 ans veut avoir un mandat illimité, mais ce n'est pas son plan. Ils veulent l'envoyer, ce criminel, comme gouverneur de l'Abbé ou préfet de l'Abbé, et pour pouvoir bien mater les populations du Fouta. Il l'a ramené à la sécurité comme le fils de Pierre Karim, qu'on a vu ici quand on a fait une émission là-dessus, qui était l'un des criminels du Gamboaro, l'un des tortionnaires du Gamboaro. Il a le petit-fils de Damantan Camara là-bas. Il a tout le monde. Et pour ces gens-là, il a encouragé la fille de Sékou Touré à prendre la mairie
de Kaloum. Donc, nous sommes là, nous voyons encore un retour de ces gens au pouvoir. Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Mais nous, ici, et ce qui est certain, c'est qu'on va les exposer et on va les dénoncer. Donc, entre 1970 et 1971, la Guinée, le régime de Sékou Touré était prêt à faire table rase. Et dès que les Portugais ont quitté le territoire guinéen, après l'attaque, les arrestations ont commencé. Moi, je me rappelle, c'est cette semaine-là pratiquement que notre voisin, M. Baldé Ousmane, a disparu. Et je ne l'ai revu que quand il fut pendu au pont. Et là, j'ai vu Paris 3 pendu. Moraga pendu. Et Takara de Sofiana pendu. Donc, je n'avais jamais entendu parler, mais ce jour-là, les gens disaient que c'était un commissaire. Et dans toutes les régions de la Guinée, comme Bachir l'a indiqué, ils ont pendu des gens. Et pratiquement près de 80% des membres du gouvernement ont été arrêtés. Les membres des bureaux fédéraux, pratiquement de toutes les régions de la Guinée, ont été arrêtés. Des femmes comme les Guédois Guinéens qui étaient à Cancale là-bas. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec un débarquement de Portugais à Conakry? Et le PAIGC a été traduit, comment je dirais ça, trahi. Et d'ailleurs, tout ce phénomène a conduit à l'assassinat de Daniel Cabral quelques années plus tard, parce qu'il était extrêmement défi de Sékou Touré, se considérait trahi. Et sachant aussi, parce qu'on fait la propagande que le régime de Sékou Touré a été le mouvement de libération en Afrique. Non, le PAIGC avait des camps au Sénégal. C'était un mandat de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui est remplacée aujourd'hui par l'Unité africaine. C'était donc une obligation de tous les pays limitrophes des colonies portugaises d'héberger et de soutenir les mouvements de libération des colonies portugaises dans les pays voisins. Donc la Guinée, le Sénégal, étaient obligés, étaient mandatés par l'OIA de soutenir le PAIGC. De la même façon que la Tanzanie était mandatée et obligée de soutenir le Frélimo, le Front de libération du Mozambique. De la même façon que le Congo était obligé de supporter le mouvement de libération de l'Angola, tels que l'MPLA, l'UNITA et le mouvement d'Olden Roberto, le Front de libération de l'Angola. Donc, c'était un mandat, ce n'était pas la volonté de Sékou Touré. Donc, il cesse de venir nous dire ici que voilà, c'était un révolutionnaire qui supportait le mouvement de trucs. Non, celui qui a trahi le PAIGC, hein, et qui a fait transférer les prisonniers de Mamou à Conakry à un mois de l'attaque. Et comme Madifine Diané l'a dit lui-même, ils étaient au courant de l'attaque. Donc, s'ils étaient au courant de l'attaque, pourquoi ils n'ont pas levé les prisonniers de Conakry? Si, comme il l'a dit lui-même, Madifine Diané, qu'eux, ils s'attendaient à ce que l'attaque soit le 19 novembre, au lieu du 22 novembre. Pourquoi ils ont gardé les prisonniers à Conakry, les prisonniers portugais? Ça sent très bien que c'est des Portugais qui venaient attaquer la Guinée et qu'ils allaient aller pour essayer de libérer leurs prisonniers. Non seulement il a fait transférer les prisonniers de Mamou à Chose, mais il savait que l'attaque venait et il a gardé les prisonniers à Conakry. Il a transféré certains d'ailleurs à l'hôpital d'Onkara, où les Portugais sont allés les chercher. Comment les Portugais ont su que leurs prisonniers sont hospitalisés à l'hôpital d'Onkara? Et pourquoi il y avait personne ne les gardait là-bas? Les gens sont venus les récupérer, ils étaient dans leur vie. Alors, tout ça nous dit que Sékou Touré a agi comme un agent des Portugais. Et les rumeurs qui font état du fait qu'il était un agent des services étrangers étaient peut-être vraies.
Parce qu'on a vu quand il est tombé malade, il est venu crever ici en Amérique. Donc, tout ça nous dit que nous avons affaire à un monstre au pouvoir, qui n'a pas d'amis, qui n'a que des intérêts, qui considère les gens comme des pions, qui a trahi tout le monde. Pendant la période coloniale, nous savons maintenant qu'il était l'amant de Cornille-Gentil et qu'il travaillait pour les colons. Et que c'est Cornille-Gentil, le gouverneur général de l'AOF, qui l'a propulsé au sommet des structures politiques de la Guinée et qui a fait de lui le premier député de la Guinée. Ce que Cornille-Gentil n'avait pas prévu, c'était l'avènement de De Gaulle au pouvoir. Ça, ce n'était pas dans le calcul de Cornille-Gentil. Cornille-Gentil voulait un pion pour écraser et mater les mouvements qui en Afrique demandaient l'indépendance, surtout en Guinée, où les Bari Djanwadou, les Bari Toua, les Majora Keita, les Mamba Sano, les Koumandjan Keita poussaient pour que la Guinée soit libérée du joug colonial. Ils n'ont jamais prévu le retour de De Gaulle au mois de mai 1958 au pouvoir, et que De Gaulle allait venir proposer aux colonies et l'indépendance ou la communauté à égalité avec la France. Donc c'est ce qui s'est passé. Écoutez, franchement, je crois que ça a été une catastrophe pour la Guinée, lui et sa famille. Mais bon, comme le bon Dieu fait bien les choses, ils l'ont payé très cher, tous. Parce que moins de 10 jours après la mort de Sékou Touré, toute cette clique-là d'assassins s'est retrouvée en prison. Toute la famille de Sékou Touré pratiquement. Son frère Ismaël, son autre frère Amara, ses beaux-frères, quelques-unes de ses belles-sœurs, quelques-unes de ses maîtresses, la famille d'André Touré, les beaux-frères, demi-frères et associés, se sont retrouvés en prison. Le régime s'est écroulé comme un château de cartes. Et un an plus tard, avec les événements associés à la tentative de Diarra Traoré de s'emparer du pouvoir, ils ont tous été liquidés. Ils ont été liquidés de la même façon, sans être jugés. De la même façon, parce que eux qui ont créé ce système-là où on arrêtait des gens, on les torturait, on obtenait des aveux d'eux, et on passait ces aveux à la radio, à des bandes magnétiques, et on prononçait des sentences. Et ces gens-là n'ont jamais été informés de leur sentence. Donc, ils ne savaient pas s'ils étaient condamnés à mort ou condamnés en prison à perpétuité ou à une certaine peine de prison. Ils ne savaient rien. Quand ils mouraient en prison, on n'informait pas leurs familles qu'ils sont décédés. On ne donnait pas de certificat de décès. On les jetait comme ça, quelque part. Donc, même dire aux gens, aux familles des gens que ce monsieur est décédé, que leur parent est décédé, leur parent est décédé, pour qu'ils fassent le deuil de leurs parents, Sékou Touré ne leur a pas donné ce luxe-là. Donc, je ne sais pas comment on peut traiter ou appeler un régime pareil. Un régime sauvage, monstrueux, criminel, sanguinaire. C'est qu'on a eu avec Sékou Touré. Les conséquences de ça, nous les vivons jusqu'à présent. Cette succession de leaders médiocres à la tête du pays, que ce soit Sékou Touré, lui, après Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis, Sekouba, Alpha Conté. Dans aucun pays normal, on doit se trouver désemparé à la tête d'un pays. Mais ça, c'est dû au fait que Sékou Touré a détruit l'élite guinéenne. Il a détruit la classe des entrepreneurs en Guinée. Il a détruit l'éducation en Guinée. Et nous nous sommes retrouvés maintenant avec ce pays-là, qui est dans une merde totale. Et il faut être vraiment un monsieur inintelligent comme Sékou Touré
pour avoir un pays comme la Guinée, doté de toutes les ressources naturelles du monde, doté d'un littoral, des rivières à ne pas finir, des milliers de cours d'eau, un secteur bovin et ovin, une zone forestière, des ressources minières. Il y a un pays comme ça, avec une population dégourdie, entreprenante. On te donne un pays comme ça, et toi, tu en fais un enfer. Un pays qu'on fuit, alors que c'est un pays où les gens devaient aller. Non, c'est devenu un pays qu'on fuit. C'est comme ça que plus d'un tiers de la population guinéenne s'est exilée. Les responsables de la mort de plus de 50 000 personnes. Et Dieu sait les autres souffrances. Les gens qui meurent comme ça de maladie parce qu'il a détruit le système sanitaire du pays. Les gens qui meurent de faim parce que sous son régime, la famine était le quotidien de tous les Guinéens pratiquement. Six frères, combien encore sont morts directement ou indirectement dû à ces effets. Sans compter la terreur, le manque de paix du cœur. Ils ne pouvaient même pas porter des habits nouveaux. Sans qu'on t'arrête dans la rue te demander où tu as eu cette paire de chaussures-là, où tu as eu un pantalon nouveau, où tu as eu une chemise nouvelle. Il a imposé le rationnement à la population, donc tu devais aller avoir une carte de rationnement pour aller prendre ta ration de riz ou d'huile ou de sucre auprès des organes du parti. Donc c'est ça la Guinée de Sékou Touré. Et entre 1970, ça a été une culmination des arrestations et des tueries en Guinée. Et nous souffrons de ça et nous allons longtemps souffrir de ça tant que nous ne prendrons pas conscience, en tant que Guinéens, ensemble, de nous lever et de redresser ce pays et de désécuriser ce pays. C'est ce que j'avais ajouté ici. Et je demande encore que le bon Dieu accepte toutes ces victimes de ce régime monstrueux dans son paradis et qui continue à punir les gens qui ont été associés à ces crimes. Je vous remercie. Merci, M. Lamine Diallo. Alors, M. Thierno Ibrahima Diallo, si vous êtes à l'écoute, on vous passe la parole. Je vous remercie, M. Barry. Je salue tous les auditeurs qui nous écoutent de partout dans le monde. Et le 25 janvier 1971, c'est le jour le plus noir de la Guinée. Si la Guinée a été toujours malade, c'est ce jour-là que Sékou Touré a voulu tuer carrément la Guinée. Lui-même, il nous a dit que c'est le complot permanent. Bien sûr, il a raison. C'est le complot permanent de Sékou Touré contre les populations guinéennes. Ce jour-là, ce qui s'est passé en Guinée, je ne crois pas que si quelque chose de pareil s'est passé ailleurs dans le monde. Même pendant les périodes les plus noires des guerres civiles que nous avons connues dans certains pays du monde, mais quelque chose comme ça, vraiment, ne pouvait pas se passer ailleurs. Ce qui s'est passé ce jour-là en Guinée, seul Dieu d'ailleurs sait réellement ce qui s'est passé. Il a tué des gens avec sans pitié. Il a organisé le transfert des prisonniers de Mamoun à Conakry parce que il s'est entendu avec les autorités portugaises de libérer tous les prisonniers portugais qui étaient là dans les mains du PAGC. Il se disait protecteur du PAGC et les combattants du PAGC étaient réfugiés ici en Guinée.
comme l'a dit Lamine Diallo, c'était une mission de l'OUA. Ils étaient obligés de le faire, c'était un mandat pour eux. Mais c'est que se vanter de ça, que lui, il était un africaniste, qu'il aimait l'Afrique. C'est pourquoi il protégeait ces mouvements de lutte anticoloniale, anti-portugaise. Parmi les prisonniers de portugais, il y avait le fils du maire de Lisbonne. Alors, ceux qui ont négocié entre eux, ils ont proposé à Sékou tout ce qui pouvait l'arranger. D'abord, ce qui est sûr, c'est qu'on a dû lui donner beaucoup d'argent. Et ensuite, il a profité de ça, il dit qu'il va se débarrasser de ses ennemis. Alors, ce sont des ennemis imaginaires à lui. Tout ce parce que c'était un homme complexé, de par sa naissance, de par sa formation intellectuelle, de tout ce qu'un être humain pouvait se vanter, lui, il n'avait rien. Et les gens qui l'entouraient, il y avait des gens de très bonne naissance, des gens qui ont de très bonnes formations intellectuelles. Alors, il était réellement complexé, il ne pouvait pas ouvrir la bouche devant ceux-là. Il voulait se débarrasser d'eux et rester avec les gens qui ne le connaissent pas du tout, et surtout des gens qui ne connaissent rien. Parce qu'il a tué l'éducation du pays. Le jour de la pendaison au pont, nous étions au lycée technique. À la montée de couleur, on nous informe que nous sommes libres, nous pouvons aller voir parce qu'il y a des gens qui sont pendus au cinéma Ouinovambu ou au palais du peuple. C'est comme ça qu'on nous a informés. Maintenant, nous, on vient directement apparaître devant des corps humains qui balançaient dans l'air. Ça, c'était réellement étonnant. C'était ma première fois de ma vie de voir quelqu'un d'abord qui est mort et ensuite un être humain, une corde au cou, les pieds balancés. Et là, on nous dit que ça c'est Baritroa, ça c'est Balde Ousmane, ça c'est Magasuba Moriba, ça c'est le commissaire. Et c'était vraiment indescriptible. C'est là, tous les jours, j'ai toujours gardé ces images-là à moi. Je n'ai jamais pu les oublier. C'est qu'on ne peut pas décrire la façon de cet être humain, lui et ses compagnons. Et s'il a utilisé des frères à lui, c'est pour compromettre beaucoup parmi eux. Et surtout, il a utilisé aussi la famille de sa femme parce que celle a été obligée d'être fidèle à lui. Et maintenant, certains de ses amis qui étaient des criminels aussi. Alors, malheureusement pour nous, pour le peuple de Guinée, malheureusement pour la Guinée et les populations guinéennes, c'est le même régime qui continue jusqu'à nos jours. 60 ans, nous vivons encore, nous n'avons pas encore aperçu le bout du tunnel. Parce que ce qu'Alpha Condé est en train de faire, aucun n'a encore fait ça aussi, tuer seulement les enfants, viser les enfants et les cibler et les tuer. Alors, l'ignorance qui s'est passée avec les autres régimes, vraiment, nous ne pouvons pas nous mettre à décrire tout ça là aujourd'hui. Notre mission est d'informer les populations guinéennes réellement ce qui s'est passé. Et parce que surtout les jeunes ignorent totalement l'histoire de la Guinée. Alors, je pense que moi, je vais être très bref parce que mes prédécesseurs ont tout dit. Ils ont expliqué tout.
Mais comme on le dit en proverbe, Dieu ne dort pas. Ce qu'ils ont fait aux autres, Dieu a dit, bon, quand Sékou Touré est mort en 10 jours, il les a regroupés tous, même ceux qui avaient voyagé sont revenus au pays et ils ont été ramassés, mis en prison, exécutés. Donc, comme Dieu ne dort pas et jusqu'à présent, et la famille de Sékou est en train de payer le prix. Et c'est ce qui va continuer. Ceux qui se mettent à commettre des crimes, croyant que eux, leur bonheur sera fondé sur le malheur des autres, qu'ils se détrompent. Cela ne va jamais se passer comme ça. Leurs progénitures vont payer ce qu'ils ont fait comme crime. Je vous remercie. C'est Thierno Ibrahima Diallo Kouria. Merci, M. Diallo Thierno Ibrahima. Alors, comme vous venez de l'entendre, il y a des leçons quand même qu'il faut tirer de ce qui s'est passé. Et surtout, pour ceux qui continuent à vanter Sékou Touré pour ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a jamais été, pour ce qu'il ne sera jamais, je voudrais dire ceci. On a parlé de tyrans dans le monde, mais je crois que seul Sékou Touré a pu prendre ses concitoyens, les envoyer, les répartir sur tout le territoire national pour les faire exécuter. Et il se disait musulman. Sékou Touré l'a fait. C'est lui, je crois, qui est le seul. Je n'ai jamais entendu parler, en tout cas, qu'il y a eu quelque part en Afrique ou dans l'histoire où un chef d'État a pris des citoyens innocents pour aller les faire exécuter en les répartissant sur tout le territoire national. Ça, je crois que ça s'est passé seulement dans notre pays, en Guinée. Et par qui? Par Sékou Touré. Sékou Touré a manipulé le peuple guinéen et l'opinion. Il a utilisé le Kamboaro, qui est lent. Ne perdez pas de vue que le Kamboaro a joué son rôle ici. Parce que on a pris des innocents. On est allé, on les a soumis à la torture inhumaine pour leur imposer d'accepter lire des dépositions qui étaient rédigées par la machine de destruction qu'il avait mise sur pied. Donc, après les tortures, les sévices là-bas, la population, on a mis ça à la radio. Les Guinéens ont écouté, ne sachant pas ce qui s'était passé, c'est-à-dire le rito de Kamboaro. Alors on a manipulé l'opinion, on a imposé un verdict pour aller faire exécuter des dizaines de citoyens guinéens. Ça s'est passé. Il faudrait que ceux-là qui se disent quand même que ce sont des supporters de Sékou Touré, qu'ils le sachent. Et effectivement, il faudrait encore qu'ils sachent ce qui s'est passé en Guinée, où on prend des gens, on les fait exécuter, un État se permet de faire exécuter des citoyens et on envoie des enfants pour jouer avec les cadavres, avec les corps de ceux-là qui ont été exécutés, des victimes. Ça s'est passé encore sous le règne de Sékou Touré. J'ai moi-même ici un témoignage sombre que j'ai vécu. Je me souviens, j'étais au collège. Quand le matin,
il y a eu une vieille femme qui était venue en famille nous dire qu'on a pendu quelqu'un à la permanence fédérale de Dinguiraye. Vous n'avez pas cru, sauf ayant mes cahiers et mes cahiers à main, je courais pour ne pas être en retard. Je viens en franchissant, en approchant la permanence qui existait, qui était entre ma concession et le collège. Je viens voir du monde, une foule qui était au portail de la permanence. Quand je me suis approché, j'ai vu un corps qui se balançait. C'était celui-là qu'on avait envoyé à Dinguiraye. Parce que là, il fallait, c'était une dotation, c'était la dotation de Dinguiraye qu'on avait envoyée et qui avait été exécutée, qui avait été pendue la nuit. Mais il fallait laisser le corps là-bas pour l'exposer, montrer même aux enfants dans une ville musulmane. Ça, c'est encore Sékou Touré. Et pendant toute la journée, le corps était là-bas. C'est dans l'après-midi qu'ils sont venus couper la porte. Le corps est tombé. Ils ont pris, jusqu'à présent, je ne sais pas où ils ont enterré la dotation. Vous devez appeler ça la dotation de Dinguiraye. Ça, c'était Sékou Touré. Donc, c'est dire, comme Bassir l'a bien fait remarquer, c'est ce jour qu'on a égorgé la Guinée. Et la Guinée en montre bien le service. C'est pourquoi je rejoins mes prédécesseurs pour dire que la lutte doit continuer pour enlever toutes les séquelles de ce système que Sékou Touré a légué aux Guinéens. Ça, c'est une malédiction pour un pays. Il faut quand même que la Guinée soit débarrassée de ce qui s'est passé, de Sékou Touré et de son système. Il faut le savoir, le système est encore là. Il ne faut pas se tromper. Nous voyons tous les jours ce qui se passe et nous avons même entendu la fois dernière, même aujourd'hui, actuellement, il y a un procès qu'on a en Guinée où il y a le jeune Grenade qu'on a arrêté, on a envoyé, on lui a donné, lui-même il l'a dit, on lui a donné une arme à la gendarmerie, on l'a photographié avec. Après, nous avons suivi ce qu'il a dit de la torture qu'il a subie. Mais puisque le système, il est toujours là, Grenade est en prison. Grenade sera condamné. C'est notre devoir en tant que Guinéen. C'est notre devoir en tant que militant des droits de l'homme. C'est notre devoir en tant que citoyen de nous lever pour mettre fin à ce système. Grenade sera condamné et on demande 20 ans pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il suffit d'ouvrir les yeux, de lire ce qui se passe, les nouvelles qui viennent de notre pays, se rendre compte que notre pays est encore pour le système de Sékou Touré. Ne nous trompons pas. Tant que je ne vais pas, moi aussi, prendre la parole pendant longtemps, je sais qu'il y a le panel de notre grande radio ici, et la Sankarela, donc on va vous passer la parole. Nous avons besoin de votre contribution de qualité que nous avons tous et que nous attendons. Donc, si vous nous avancez, si vous nous entendez, on vous passe la parole, M. Sankarela, et après vous, on va passer la parole au public. Non, je dis que je crois que tout a été dit, il n'y a pas grand-chose à rajouter ici. Merci, Elage. C'est assez clair.
Tout ce qui a été dit ici, il ne faut pas qu'on se répète. Ceci est une réalité et nous l'avons vécu, nous surtout. Nous l'avons vécu depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. C'est la même chose. Parce qu'il ne faut pas croire qu'au temps de Lansana Conté aussi, il n'y a pas eu de tueries. Il y a eu beaucoup de tueries qui ont été organisées exprès. Le 29 septembre 1993, il y a eu des tueries et Conté avait promis de tuer de Dixine jusqu'au kilomètre 36 les familles Peul. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il y avait des gens sur place ici qui étaient là, qui étaient opposés. C'est le cas du général Abdourahmane. Bien qu'on dise beaucoup de choses de lui, c'est grâce à lui que ça a été déjoué. Parce qu'on a allé le dire, ils l'ont fait en réunion secrète. Il avait un garde-corps de Mamou, un certain camarade qui vit encore, qui doit être colonel ou un peu plus, qui devrait être même général. Celui-ci, comme il est camarade, ils ont raconté les choses devant lui. Et il a averti. Donc, ces crimes-là, depuis l'indépendance, ce sont les mêmes crimes qui continuent. Et les sacrifices humains ont toujours été faits dans ce pays. Il se dit que les 80 et quelques personnes qui avaient été tuées en janvier, là, qui ont été pendues, c'était des sacrifices humains. Ceci semble être une réalité. Parce qu'à bien quelques jours avant la mort de Sékou Touré, il a été surpris en train d'égorger un enfant. Il a été surpris. Celui qui n'était pas du coup un jeune militaire Peul qui était à la garde présidentielle, quand il les a surpris, ils l'ont poursuivi, ils l'ont abattu au niveau de la fonction publique. Parce que l'entrée principale de la présidence était vers la fonction publique. C'est là où ils l'ont abattu. Sur les grilles, là, il a sauté, il a fui. Quand il a vu ça, il a couru. Les De Gaulle l'ont poursuivi parce que c'était les De Gaulle. Il y avait Sékou, Ismaël et autres. Donc ces sacrifices humains, quand on le dit, c'est vrai. Ce n'est pas de l'imagination ou des accusations fortuites. Celui qui est au pouvoir, là, il en a fait. Il en a fait. L'albinos qui a été tué au kilomètre 9, ça se dit et ça se répète que c'est lui qui l'a organisé. On a trouvé le corps de l'albinos au lieu où on appelle Difouria. Donc ce sont des choses qui existent en Guinée, à part les crimes odieux qu'il a eu à faire. C'est la seule chose que je voulais ajouter. J'espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir rentrer et parler un peu. C'est comme Baldé. Ce sont des jeunes, mais qui veulent ajouter leur grain de sel. Baldé, oui. Vous pouvez me passer la parole. Oui, bonsoir Elage, bonsoir le panel de Fréquence Gandal. Je vous ai suivi avec attention, sauf que j'ai mon cœur qui se décime. Je suis dessus à plus d'un titre lorsque je vous ai entendu citer les personnes qui ont été innocemment victimes de Sékou Touré, à savoir certains même qui sont des chauffeurs, des cultivateurs. Ça m'attriste le cœur. Donc, vous voyez, comme Elage vient de le dire, c'est cette injustice qui continue, parce que c'est les mêmes bourreaux qui sont restés, qui ont accompagné le régime de Sékou Touré, qui, après la mort de Sékou Touré en 1984, ont pris le pouvoir. Et justice n'a pas été faite, parce que rien ne pouvait être possible, vu que c'est eux qui étaient les éléments les plus engagés à liquider les gens. Donc ça, c'est le groupe de Conté et autres. Donc, c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de justice. Et Conté est parti avec tout ce qu'il a eu à faire, et là, j'ai raison, il y a eu pas mal de tueries, même c'est qu'on ne peut pas vanter un régime en Guinée. Et quand j'entends
par exemple, les gens disent, non, quand lui, au moins, il était... Non, peut-être à des aspects, tu peux parler de positif, mais il y a plus de négatif, de négation que de positivité. Lorsque il y a eu les événements de janvier et février, ça m'a trouvé à Conakry, c'était audible. Donc, lui, il est parti, et celui qui vient, qu'on a cru au moins être un universitaire, et il est pire que ceux-là qui sont passés, parce qu'il faut le dire, les époques diffèrent. Si quelqu'un ose aujourd'hui, au temps de l'Internet et de Facebook, qui est le journaliste le plus rapide, ou les médias les plus rapides, parce que lorsqu'un acte se fait à la minute près, c'est filmé et c'est vendu, et c'est publié, sans censure. Lorsque quelqu'un a osé faire aujourd'hui ce qui se passe en Guinée, je me dis quelque part, il faut avoir peur de celui-ci. Il faut avoir peur de ce qu'ils font actuellement. On ne sait pas où mener la tête. 60 ans d'indépendance jusqu'à présent, on ne peut même pas égaler les pays limitrophes. Aujourd'hui, on ne devrait pas se comparer au Sénégal. On devrait se comparer aux autres pays. Mais aujourd'hui, le Sénégal, qui est notre voisin direct, ne peut pas être égal à la Guinée. La Côte d'Ivoire, c'est très grave. C'est que je prie Dieu qu'il arrive vraiment à sauver les Guinéens dans les mains de ces bourreaux qui sont en train de faire des sacrifices humains. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Guinée semble être un pays qui est déjà maudit par Dieu. Je m'excuse vraiment de le dire. Parce que tous ceux-là qui viennent et qui se succèdent, on ne peut avoir aucun espoir. Lorsque l'espoir, c'est le désenchantement, il n'y a pas d'espoir. Les gens, nos frères, nos sœurs sont en train de se donner la mort sur la Méditerranée parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et là, je vous dis, lorsque vous parlez avec un Guinéen, lorsque quelqu'un vous appelle en Guinée, il parle avec vous, c'est que vous avez l'intention de tout lui donner. Même ce que vous n'en avez pas. Parce que les gens dont vous savez, à l'époque, avec une situation favorable, aujourd'hui, c'est eux qui sont les premiers à pleurer parce qu'ils sont victimes de tout, de l'injustice. Il n'y a pas de justice. Lorsque la justice ne joue pas son rôle, la justice ne joue pas son rôle, mais c'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qui est actuellement en Guinée. Regardez aujourd'hui le cas le plus illustratif, le cas de Matoto. Où il y a eu une élection au vu et au su de l'ensemble. L'élection s'est passée, il y a eu des médias, tout et tout. Aujourd'hui, qu'on puisse remettre ça en cause et on saisit la justice. La justice va faire quoi? Une justice qui est déjà à la solde de l'État. C'est ça le problème. C'est un désenchantement, c'est une désillusion, c'est une déchéance, le cas de la Guinée. Je suis vraiment très touché, je suis vraiment décimé dans mon cœur lorsque j'entends Total sur ce panel citer les noms des gens qui sont vraiment innocents comme ça, c'est très grave. Et là, que Dieu préserve de ce qui se passe actuellement en Guinée et qu'il arrive à sauver la population guinéenne. Et nous autres qui sommes là, qui nous donnent la force et le pouvoir pour combattre ce qui est en train de se dessiner en Guinée. Merci beaucoup et je vous remercie infiniment. Merci, monsieur. Bachir, ou bien monsieur Sankarela, s'il y en a parmi l'audience qui veulent intervenir. Ok. Alhaji Massalou. Pour répondre après. Alors, Alhaji Massalou. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kono wiye jan Alhaji Boubacar Sankarela donc Alhaji Ibrahima Boston e docteur Bayen on fof salminama kala heɗitiɓe ka fréquence gandal ɗo kadi salminama awa ɓerɗe fof no hecciɗi ɓe filli ɗon ɗo ɓe Sékou Touré e fedde mum assasine no a ande ko awdi ɓen ɗon assassin ɓe wona e lamminede ka meɗen kono yo Allah o rew laaɓal yo Allah o goto fof yo to'u ko remuno kon hay yo Allah yurme yaafo ɓen ardiɓe men ɗon fof
waranoɓe e hoore ko joma junngo joma koyngal te Allah wurna en ko jibinɗen ko barkina te Allah dande masiboji ɗin haray kala hettiɓe ganda ɓe jarama Allah hokke belade e jaam. Merci. Alors, je vais traduire en français. Et Elage a commencé d'abord par saluer le panel de fréquence Gandal, Elage Sankarela, Elage Ibrahim Boston et M. Barry. Alors, il continue en faisant ces remarques selon lesquelles tous ceux qui aujourd'hui sont en train de faire de continuer le système que nous avons connu, le système d'impunité, et c'est la sémence de premiers, de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire qu'ils proviennent de Sékou Touré, c'est des sémences de Sékou Touré et de la machine qu'il avait mise sur pied. Donc, M. Bachir, si vous voulez répondre à cette intervention, on va vous passer la parole ou bien. Non, s'il y a des intervenants, là, Sankarla, vous pouvez leur passer la parole. Ok, la Sankarla. Ok. Une seconde. Bon, on va voir s'il lui veut parler, sinon. Alors 2146. 2146. Ah, je pense qu'on doit revenir à l'antenne. D'accord. Puisque le temps. Ok. Ouais. Donc, Bachir, avant de vous repasser la parole, je voudrais seulement ajouter des remarques qu'on a déjà faites concernant la similitude entre le système Sékou Touré et les liens de cause à effet qui existent entre le Sékou Touré et Alpha Condé. Avec tout ce que nous avons suivi avec le complot permanent de Sékou Touré, vous avez vu, Alpha Condé, dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé par inventer un complot contre lui. Et vous voyez jusqu'à présent, on n'a pas fini de juger ceux-là qu'il a accusés. Alors qu'il y en a même après la torture, il y a eu des gens, durant la torture, il y a des gens qui sont morts. Donc, Bachir, on va vous passer la parole maintenant pour répondre. Et si vous voulez ajouter encore à ce que vous aviez déjà dit, on passe la parole. D'accord, ben merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, il y a un continuum et puis l'histoire est très têtue. Elle se perpétue automatiquement si on s'en rend pas, si on ne fait pas attention, si on ne la gère pas. Donc, notre rôle, quand on parle de désécoutoriser la Guinée, ce n'est pas seulement un slogan ou une métaphore qu'on est en train de lancer. C'est un médicament qu'on doit apporter à une société malade. La Guinée est malade de Sékou Touré. Il faut qu'on extirpe cette gangrène de notre nation. Qu'on aille au fond et qu'on ne laisse aucune trace. Si les gens croient que le changement consiste à avoir de belles routes, des immeubles, de courant, de l'eau, des villes propres, c'est pas ça. Ils se trompent lourdement. Le changement consiste à curer les maladies du passé. Le développement, c'est ça. Le développement est purement curatif. Ce n'est pas un élément qu'on projette, ce n'est pas dessiner des routes comme les Alpha Condé ont fait. Ils ont donné une maquette de la capitale qu'on a créée un jour et puis ça a disparu, ça s'est perdu dans la pagaille habituelle. Il faut qu'on arrête cette fuite en avant. Il faut qu'on corrige les erreurs et les tares de notre histoire. C'est comme ça qu'on se développera. C'est comme ça qu'on s'amendera. C'est comme ça qu'on changera la Guinée. Si on continue à faire de la fuite en avant, dire que parler du passé, c'est une perte de temps, on continuera à renforcer le piège dans lequel la nation est. Il faut qu'on fasse très très attention à ça. Le passé est extrêmement dangereux. C'est ce qui nous constitue.
c'est ce qui nous gère, c'est ce qui détermine notre futur. Donc il faut qu'on s'y penche sérieusement. Quiconque est militant d'un parti, de la moindre organisation, doit pousser pour qu'on aille au fond. Qu'est-ce qui a permis aux Sékou Touré de s'emparer petit à petit du pouvoir? Qu'on barre la route à ça. Parce que si on ne le fait pas, leurs enfants sont en train de le faire aujourd'hui. Si on ne ferme pas le robinet, les interstices, les petits trous, les inattentions par lesquelles ils passent pour venir s'afficher, s'emparer du pouvoir, des moyens de l'État pour écraser les autres, on continuera à les subir. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Il ne faut pas qu'on laisse que la photo de Sékou Touré soit sur le pont où il a exercé le crime le plus crapuleux et le plus horrible de son règne. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Il faut qu'on encourage les jeunes à aller se révolter, à enlever cette image qui est une insulte au bon sens et à notre nation. Il faut qu'on désécoutorise la Guinée. Ce n'est pas un slogan. C'est la réalité sans laquelle c'est la condition sine qua non de sortir la Guinée du guêpier, de l'horreur, de la faillite et de la misère. Donc, j'invite encore une fois, et j'insiste beaucoup là-dessus, la politique, la vraie et la seule valable pour la Guinée, c'est de s'emparer de ce passé, de le déchiqueter bout par bout, et comprendre ses origines pour qu'on ne répète plus ses erreurs. Parce qu'on continue à le répéter. 34 ans après la mort de Sékou Touré, nous voilà encore subissant le même système parce qu'on a voulu faire de la fuite en avant. Là, il est parti. Maintenant, tout va être bien. On a chanté, on a dansé, on est devenu des spécialistes de la fuite en avant. On a ramassé des indépendances dans des fraudes électorales. On a ces ventes d'être le pays qui donne l'exemple. Et voilà, on est les derniers parmi les derniers. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça entre Guinée. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on ait le courage de regarder les tares, là où ça fait mal, là où ça pue, pour qu'on nettoie la nation. Sans cela, on va continuer à subir notre histoire, à être la risée du monde. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. On a beau dire ici, il faut qu'on s'y penche, qu'on y travaille tous. C'est le travail qui nous incombe tous. Il faut qu'on se conjugue la main. Et quand on a des solutions, qu'on vienne les proposer, qu'on les étudie, qu'on les mette en application pour empêcher la canaille. Chaque société a des canailles, a des crapules en son sein. Mais nous, on s'est spécialisé dans laisser, par inadvertance, par lâcheté, par veulerie matérielle, à laisser la canaille gérer la nation. Dans tous les autres pays, c'est les grandes personnes, les vertueuses personnes qui gèrent la nation et ils écrasent la canaille, ils la canalisent. Mais nous, c'est l'inverse. Je vous remercie. Merci, Bachir. Et la Sankarala, vous avez... Tanda be dam puindang, wale mau be benka di heba kapota, wale be heba no be feujoda, wale no nu be benye baka be nyaundo, wale be no be